Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la soirée. Voici les principaux titres. Visite officielle du président de la République en République populaire de Chine. Voilà donc à la une de l'actualité de ce soir et nous nous excusons bien sûr pour ces légers retards. Arrivée donc du président de la République à Pékin en Chine, le chef de l'État donc qui avait quitté la capitale tôt ce matin est arrivé ce mercredi soir à Pékin, capitale de la République populaire de Chine où à l'invitation de son homologue de ce pays ami, Xi Jinping, il effectuera une visite officielle de 3 jours. Il est à préciser donc d'emblée que ce déplacement en Chine fait du président Guelleh le premier chef d'État africain ou arabe ayant été convié en visite officielle en Chine à l'issue de la récente reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et à la magistrature suprême de ce pays ami. Et nous allons revenir donc sur les relations entre Djibouti et la Chine avec Asma Aboubakar. Bonsoir Asma. Eh bien, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer seront au cœur de cette visite du chef de l'État. Les deux pays, donc on le rappelle, entretiennent des relations privilégiées et un partenariat donc stratégique de plusieurs décennies. Leur coopération économique touche donc tous les secteurs. C'est une coopération alors gagnant-gagnant basée sur la sauvegarde des intérêts des deux pays. La Chine a octroyé d'importants crédits à la République de Djibouti pour financer ces grands projets d'infrastructure, qu'il s'agisse des ports, des routes, du réseau ferroviaire ou d'appui à Djibouti Télécom. Alors c'est ainsi que la Chine soutient la vision du chef de l'État qui se trouve actuellement à Pékin à vouloir transformer le pays en centre financier et du monde des affaires, un hub donc commercial, de la logistique et des télécommunications. Et nous avons donc justement en ligne depuis la Chine notre envoyé spécial Abdelrahman Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Alors il est 4 h du matin à Pékin, le président vient d'arriver donc dans la soirée. Quel est alors le programme du chef de l'État et quelle est la situation sur place? Oui, il faut d'abord savoir que le chef de l'État est arrivé ici à Pékin, la capitale chinoise, à 23 h heure de Pékin, aux alentours de 18 h 30 dans l'heure de Djibouti. Un accueil très chaleureux a été réservé au président de la République à l'aéroport de Pékin. Il faut savoir qu'une 50aine d'ambassadeurs tous les pays à travers le monde ont donc fait les déplacements pour accueillir le chef de l'État. Parmi ce corps diplomatique, un bon nombre donc, de chefs d'État africains et arabes. Et pour cause, il faut bien entendu savoir que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est le premier chef d'État africain et arabe en visite officielle depuis, on l'a bien entendu, on l'a bien souligné hier, depuis donc la reconduction du président de la République populaire de Chine, le président Xi Jinping. Et pour répondre à ta question, Asma, bien entendu, il s'agit d'un programme assez chargé puisque la visite officielle du président de la République va donc concentrer sur 2 jours de programme, un programme qui va débuter bien entendu demain dans la mi-journée par une remise de fleurs au monument des héros du peuple, qui a donc valeur symbolique pour la Chine et donc également pour la République de Djibouti. Il faut savoir que l'accueil organisé à l'aéroport n'est pas un accueil officiel. Ici, il est de tradition d'organiser cette cérémonie d'accueil officiel donc en dehors de l'aéroport. Donc il est prévu un événement assez exceptionnel demain et juste après, le président, bien entendu, le président de la République va rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping, avec qui il va bien entendu souligner les relations fortes qui existent entre Djibouti et la République populaire de Chine forte parce qu'en effet, depuis plusieurs années, la Chine et la République de Djibouti ont décidé de passer à une étape supérieure dans leurs relations et aussi bien diplomatique que commerciale. On sait, et bien entendu, que la Chine a beaucoup investi et compte bien entendu investir sur
à Djibouti et faire, comme vous le disiez, de notre pays un hub commercial et également une référence et une place financière. Justement, concernant ces derniers points, le président de la République et son homologue chinois Xi Jinping vont donc assister à 3 accords, vous l'avez bien souligné. À titre de rappel, il s'agit bien entendu d'un accord sur un prêt à taux préférentiel qui va financer un certain nombre de projets d'architecture et bien entendu d'autres projets qui vont aider Djibouti justement à aller de l'avant dans ce qui concerne donc son économie. Et puis bien entendu, on sait que pour le président de la République, la question du logement est une question assez importante, une question qui on va dire récurrente ces dernières années, puisque cette question va être également à l'ordre du jour avec un accord qui va être signé pour soutenir la politique du président de la République en matière de logement à Djibouti. Et puis un dernier point, bien entendu, il s'agit également de signer un accord sur le transfert des compétences. On sait que aujourd'hui la Chine a des compétences assez avancées en matière de technologie et il s'agira bien entendu pour la Chine et pour Djibouti de travailler dans ces domaines et notamment en termes de transfert des compétences afin que nous, les Djiboutiens, nous puissions bénéficier de ces connaissances. Donc voilà un peu pour les programmes de demain. Il faut bien entendu, ce n'est pas uniquement demain que le programme va s'achever. Le lendemain, le chef de l'État va s'entretenir avec le Premier ministre du Conseil d'État de la République populaire de Chine avant de s'envoler pour Shenzhen où il va rencontrer les hommes d'affaires de la République populaire de Chine. Et on sait que Shenzhen concentre un nombre assez important d'industries et dans des entreprises chinoises qui sont donc la clé et le moteur du développement de ce pays. Est-ce que Abdelrahman, le président de la République, va donc s'entretenir ou alors discuter avec la diaspora djiboutienne installée là-bas en Chine lors de cette visite officielle, bien sûr? Pour l'instant, nous ne disposons pas de cette information, mais bien entendu, il est des traditions à chaque fois que le président de la République se déplace dans un pays, qu'il rencontre la diaspora djiboutienne, les étudiants. Je le disais, c'est une tradition et c'est une information bien entendu à confirmer. Nous vous tiendrons bien entendu au courant si tel est le cas. Et on voit donc la visite officielle du président avec vous. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors voilà, c'était Abdelrahman Mohamed, donc notre envoyé spécial en Chine, donc qui a rappelé le programme du chef de l'État Ahmed lors de cette visite officielle de 3 jours. Merci Asma et merci également à notre envoyé spécial en Chine, Abdelrahman Mohamed, qui était avec nous en direct par téléphone. Il faut rappeler également qu'une importante délégation comprenant entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Bakar, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mouki, accompagne le président de la République dans le cadre de cette visite officielle en Chine. Le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, fait également partie de cette délégation accompagnant le président Guelleh en Chine. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu aujourd'hui une visite d'adieu de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, qui achève son mandat et devrait quitter prochainement le pays. Lors de leur entretien, les deux responsables ont échangé sur les relations bilatérales durant ces dernières années, ainsi que les voies et moyens de renforcer et consolider davantage la coopération parlementaire. L'ambassadeur Tatsuo Arai a rassuré donc que les deux pays vont continuer à renforcer leur coopération qui est déjà concrétisée dans divers secteurs tels que l'éducation, la formation professionnelle, la santé, l'énergie, l'aménagement des routes et le secteur du transport et bien d'autres domaines. Le président de l'Assemblée nationale a quant à lui remercié son hôte de cette visite d'amitié et de soutien du Japon aux associations en créant notamment les centres d'autonomisation des femmes dans les régions du nord du pays à Tadjoura et à Obok. Enfin, le chef de l'hémicycle donc a souhaité plein succès dans ses missions ultérieures et lui a demandé donc de rester toujours l'ambassadeur de Djibouti.
Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a également reçu dans son cabinet l'ambassadeur japonais Tatsuo Arai, accompagné donc de l'attaché de défense auprès de l'ambassade du Japon, le capitaine de frégate. Outre le ministre de la Défense, cette réunion donc a vu la participation côté djiboutien du conseiller technique militaire du ministre, le colonel Youssouf Rayad. La visite de l'ambassadeur du Japon s'inscrit dans le cadre de ses visites d'adieu auprès des autorités djiboutiennes. La discussion donc entre le ministre et son hôte a porté sur la coopération militaire entre nos deux forces, notamment en matière de formation dans le domaine de gestion des catastrophes naturelles. Les deux parties se sont dites satisfaites du soutien réciproque que s'apportent nos forces de défense et de sécurité et les forces d'autodéfense du Japon basées à Djibouti. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samri, a participé à un forum sous-régional pour l'échange d'expériences de 5 pays de l'Afrique de l'Est pour la promotion du travail décent qui a eu lieu à Addis Abeba en Éthiopie du 20 au 21 novembre. Le ministre était accompagné de Mme Ikram Awale, directrice du travail, de l'emploi, de la sécurité sociale et du conseil technique. Les ministres du Travail des 5 pays ont également pris part donc au forum sous-régional. Le forum sous-régional pour le partage d'expérience des 5 pays de l'Afrique de l'Est, à savoir Djibouti, Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud et Soudan, a été organisé par le bureau de l'OIT à Addis Abeba. L'objectif du forum étant de permettre aux participants de partager des expériences entre les pays et de tirer des leçons des réalisations et défis clés de la promotion du travail décent. En marge de la réunion, le ministre du Travail djiboutien a rencontré le directeur du bureau de l'OIT à Addis Abeba, George Okuto, afin d'aborder des sujets relatifs au renforcement du dialogue social et à la promotion du travail décent à Djibouti. Autre nouvelle, donc la mairie de Djibouti en collaboration avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, et l'Association internationale des mairies francophones et l'Agence française de développement ont organisé donc conjointement ce matin au Palais du Peuple un atelier de sensibilisation, de renforcement des capacités des acteurs centraux déconcentrés et des élus sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier s'est déroulé en présence de la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale, de la conseillère des agences françaises de développement, du directeur de l'AFD, de la représentante donc de l'AIMF, des représentants des agences onusiennes, ainsi que des responsables concernés par ce projet. L'objectif majeur de cet atelier de sensibilisation était donc de pouvoir améliorer la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Un point auquel nous sommes attachés à l'AFD, c'est de faire en sorte que les innovations que nous voyons se dessiner dans les pays du Sud, qui sont nos pays partenaires, d'essayer de le ramener chez nous dans nos territoires. Et c'est pour ça que cet atelier, j'ai un long partenariat avec l'AIMF, avec lequel nous collaborons, sur les 80 pays membres de l'espace francophone, qui composent l'espace francophone. Nous sommes présents dans 42 pays et nous engageons pratiquement la moitié de nos projets et actions dans cet espace. Et selon la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, le résultat attendu de cette sensibilisation en matière de gestion et de mobilisation communautaire en faveur de l'eau et de l'assainissement est d'établir un trait d'union entre ces différents acteurs à travers le plaidoyer, la mobilisation sociale, l'information, la sensibilisation et la communication afin de stimuler le changement de comportement et le changement social lié aux bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Nous l'écoutons. Atelier organisé conjointement par l'AFD, l'AMF et la mairie de Djibouti. À quelques jours de la célébration de la journée mondiale des latrines, nous voici aujourd'hui dans cette salle réunis pour réfléchir ensemble sur la problématique de l'eau et de l'assainissement. Cet atelier coïncide, comme vous le connaissez tous, à la réalisation des grands projets d'infrastructure dans le domaine de l'eau et de l'assainissement à Djibouti, bien entendu par le gouvernement et sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. À ma demande et celle des collectivités territoriales, ce programme de sensibilisation aux problématiques de l'eau et de l'assainissement, suivi par l'AMF et financé par l'AFD, s'inscrit dans les activités de tous les jours, mais à une dimension nationale. Car nous avons parmi nous des conseillers régionaux, des représentants des préfectures et des sous-régions, et aussi des représentants des ONG et des partenaires. L'objectif principal de notre rencontre aujourd'hui est très ambitieux et se veut très participative
pour améliorer la gouvernance dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Les problèmes récurrents dans ces domaines ne peuvent être résolus uniquement par l'entité étatique en charge de la gestion, à savoir l'ONEAT et l'OVD, mais plutôt par une concertation systématique, dynamique et constante au mouvement, car l'eau est un droit au même titre que la santé et l'éducation. Parallèlement à ces démarches de partenariat, il faut nécessairement mettre en place des actions de répression pour celles et ceux les plus calcitrants. Dans cet esprit, le Conseil de Djibouti a délibéré jeudi dernier un texte réglementaire dans ce sens. Et le lancement du programme de formation pour les personnes aveugles ou malvoyantes organisé par la présidence de la République s'est ouvert ce matin au stade de Gouled. Ce programme donc va se poursuivre jusqu'au 6 décembre prochain. Ce programme donc est une initiative du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. C'est un devoir de solidarité qui est un pilier du développement social. Les personnes aveugles ou malvoyantes ont des droits et des devoirs comme chaque citoyen afin d'améliorer donc leurs conditions de vie. Des formations élémentaires sont nécessaires comme l'utilisation de la canne afin de circuler librement et convenablement dans les artères principales en toute sécurité. Plusieurs associations donc des personnes aveugles ou malvoyantes ont participé à cette formation issue donc du milieu défavorisé. Cette rencontre donc est présidée par le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi. Plusieurs secrétaires généraux et des parlementaires y ont pris part. Ce programme sera animé donc par deux experts, en l'occurrence de Ali Mohamoud et Driss Moumine, qui sont donc respectivement des responsables des différentes associations de personnes à besoins spéciaux. Ont été également présents le directeur du cabinet de la présidence, le chef de cabinet et les conseillers techniques du président de la République. Et pour sa part, le secrétaire général Mohamed Abdullahi Waïs a indiqué donc que ce programme est une initiative du chef de l'État donc qui a donné une importance particulière aux personnes à besoins spéciaux. Ils doivent poursuivre, a-t-il dit, davantage ce programme de formation pour être indépendants et autonomes en mouvement. On l'écoute. Cette cérémonie de lancement du programme de formation destiné aux populations handicapées et plus précisément à ceux souffrant d'un handicap visuel, les malvoyants et les aveugles, est avant tout une initiative du président de la République. C'est lui qui nous a incités à créer cette séance de formation. C'est lui qui nous a incités à inviter un expert international, en l'occurrence M. Douale, venu de Suède pour former ses compatriotes djiboutiens. Et l'objectif de cette formation, qui se divisera en deux grandes parties, est de redonner l'autonomie aux citoyens djiboutiens souffrant de handicap visuel. Une première séance de formation se concentrera sur l'autonomie dans les déplacements. Permettre à la personne de se lever, de se déplacer d'un point A à un point B sans aucune assistance. Et la deuxième série de notre programme de formation constituera à donner à ces mêmes personnes une autonomie dans les gestes de la vie quotidienne. Se lever, se laver, manger seul, faire son lit tout seul. Vous savez, c'est un programme long qui est, comme je vous le disais, une initiative du président de la République. C'est un devoir de solidarité pour chacun de nous tous d'appuyer et de faire en sorte que ce processus non seulement parvienne à sa fin, mais réussisse aussi. Ce devoir de solidarité, le président de la République en a fait un pilier du développement économique. C'est un déterminant majeur du développement social. Et nous allons tout faire pour que vous, jeunes et moins jeunes, qui avez souvent souffert de cet handicap, soyez aujourd'hui dans ce processus de formation qui vous permettra d'atteindre l'autonomie, mais au-delà, de vous insérer dans la société et de réussir plus tard, parce que ce sera aussi une autre phase, une insertion professionnelle en étroite collaboration
avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Actualité du continent et au Moyen-Orient à présent avec Ali Abdillahi. Bonsoir Ali. Bonsoir Ahmad. Au Zimbabwe Ali, donc au lendemain de la démission de Robert Mugabe après 37 ans donc à la tête du pays, les médias d'État ont annoncé donc ce mercredi que l'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa serait donc investi vendredi 24 novembre prochain. Effectivement, donc l'ex-vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa est attendu comme le messie par ses partisans. Il est de retour aujourd'hui au pays au lendemain de la démission de Robert Mugabe dont il doit prendre la succession. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies sur une base militaire à Harare, la capitale, pour accueillir celui que l'on surnomme le crocodile, qui avait été sèchement remercié au début du mois et contraint à l'exil. L'annonce de la démission de Robert Mugabe après 37 ans de règne a entraîné des scènes de liesse dans la capitale Harare. À 93 ans, l'inamovible président a été lâché par l'armée, son propre parti et la rue qui réclamaient avec insistance son départ. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, doit être investi donc vendredi prochain. C'est ce qu'a annoncé la radio de l'État. Il hérite d'un pays exsangue où le chômage touche environ 90% de la population. Et au Moyen-Orient, Ali, notamment au Liban, cette fois, le Premier ministre libanais Saad Hariri est arrivé donc hier soir à Beyrouth après avoir démissionné de son poste le 4 novembre dernier dans une déclaration télévisée donc surprenante depuis la capitale saoudienne Riyad. En effet, M. Hariri a quitté Paris donc hier matin et s'est rendu en Égypte où il a rencontré le président Abdel Fattah al-Sisi avant de se rendre à Chypre pour une visite imprévue et une rencontre avec le président chypriote Nikos Anastasiades. M. Hariri a annoncé sa démission le 4 novembre depuis Riyad, expliquant sa décision par les activités armées intérieures et extérieures du Hezbollah, une milice libanaise chiite soutenue par l'Iran et représentée par plusieurs ministres et associés au sein du gouvernement et du Parlement libanais. Lors de son discours de démission, il a également affirmé avoir eu vent d'un projet d'assassinat le visant. Son père, le défunt Premier ministre Rafiq Hariri, a été donc assassiné en 2005. Un tribunal international enquête donc toujours sur cette tragédie. Le Hezbollah et l'Iran ont soutenu que M. Hariri était retenu contre son gré et avait été forcé à la démission par Riyad, ce que M. Hariri donc a démenti dans une interview télévisée depuis la capitale saoudienne, ainsi qu'après sa rencontre avec le président Macron à Paris. Le président libanais Michel Aoun a refusé donc d'accepter la démission de Hariri, déclarant que celle-ci est anticonstitutionnelle car elle n'était pas donc présentée au Liban. Merci Ali. Et pour finir, nous allons parler d'une des conséquences les plus dramatiques du réchauffement climatique sur les animaux, notamment les abeilles. Ces dernières victimes donc de la sécheresse au Portugal, les conditions climatiques difficiles, particulièrement dans le centre et le nord du pays, ont considérablement réduit la quantité des plantes fourragères de culture de fleurs sauvages essentielles aux abeilles. Et pour préserver les colonies, les apiculteurs doivent acheter des substituts de pollen pour nourrir les abeilles. Ces dernières qui doivent lutter contre les pesticides ont donc un nouveau ennemi. Pour rappel, selon plusieurs études, 35% de notre alimentation serait dépendante des abeilles. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.